Je travaille donc en tant que chargée de recherche CNRS au LAM, qui est donc une équipe lutherie acoustique musique au sein de l'Institut Jean-Leronde d'Alembert, qui est donc l'Institut de mécanique et d'acoustique et d'énergétique à l'UPMC. Et donc je vais vous présenter mes travaux sur l'évaluation de la qualité du violon. En particulier, je vous parlerai de la cohérence des jugements des musiciens et ainsi que de leurs préférences. Alors, les motivations, c'est en fait, si on regarde la littérature sur l'acoustique du violon, elle est quand même assez vaste. Elle a commencé il y a déjà bien une centaine d'années, même plus en fait. Si on regarde, il y a déjà depuis plus de 350 années de recherche mécanique, je dirais, sur le violon. Et en fait, malgré toutes ces recherches, on n'est pas arrivé à pouvoir quantifier objectivement ce qui fait la différence entre les bons violons. Alors là, j'ai marqué et les mauvais violons. Bon, en fait, les mauvais violons, c'est à peu près ce que c'est. Mais par contre, entre des bons violons et des très bons violons, on n'a pas pu mettre en évidence de caractéristiques objectives. Et donc, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'est pas arrivé pour l'instant, c'est qu'on n'a pas vraiment caractérisé ce que c'était qu'un bon violon. Qu'est-ce qu'un bon violon pour un musicien? Qu'est-ce qu'un très bon violon? Pour quel type de musicien, quel type de formation, quel type de compétences, d'expertise et quel type de préférence. Donc, du coup, plutôt que de continuer à faire une recherche de plus sur la mécanique du violon, je me suis dit, on va peut-être commencer à étudier les préférences des musiciens, à quoi ils sont sensibles, quels sont leurs critères d'évaluation, pour pouvoir ensuite avoir des pistes, en fait, sur quoi chercher dans la mécanique du violon pour essayer de corréler donc les caractéristiques perceptives et les caractéristiques acoustiques et vibratoires. Donc on veut mieux comprendre comment se fait l'évaluation. Et puis, une des premières étapes, c'est déjà de comprendre et de voir est-ce qu'il y a un accord entre les musiciens et est-ce qu'il y a aussi une cohérence dans les jugements. Voilà, donc je le vois d'ici, vous allez me dire, bon, c'est pas de la physique. Non, effectivement, c'est pas de la physique. Vous allez me dire, c'est pas scientifique parce que c'est subjectif. Oui, c'est tout à fait subjectif, mais c'est pas parce que c'est subjectif qu'on ne peut pas l'étudier scientifiquement. D'accord ? Donc mon objet d'étude, c'est effectivement la subjectivité des musiciens, en ce moment, en tout cas, mais l'étude, elle, est scientifique, et l'étude est, en fait, c'est étudier objectivement la subjectivité des musiciens. Donc, je me suis intéressée tout d'abord à explorer la cohérence qu'on appelle intra-individuelle. Est-ce que les musiciens sont répétables quand on leur demande d'évaluer des violons plusieurs fois? Et la cohérence qu'on appelle inter-individuelle, qui est en fait l'accord entre les musiciens. Est-ce que les musiciens sont d'accord et préfèrent les mêmes instruments? Alors pour cela, la seule manière de le faire, c'est de le faire en situation de jeu, puisqu'un musicien n'évalue vraiment un instrument qu'en le jouant. Or, les seules études perceptives qui avaient été faites sur le violon jusqu'à présent, et de manière générale sur les instruments de musique, ont été faites avec des tests d'écoute, parce que les tests d'écoute, c'est généralement beaucoup plus pratique. Avec un seul musicien, on peut avoir 20 personnes dans la salle, ça dure 1 heure, on a le musicien qui joue plusieurs choses, les auditeurs qui peuvent écouter tous en même temps, juger tous en même temps, donc c'est assez rapide et assez facile à mettre en place. Le problème, c'est qu'on perd toute la partie qui n'est pas auditive, donc la partie tactile, donc le ressenti des vibrations dans les mains, la partie aussi correspondance entre le geste qui est appliqué par le musicien et puis ce qu'il entend, donc qu'il y a une adaptation qui a lieu en temps réel. Donc tout ça, elle est complètement perdue dans le test d'écoute. Donc il est vraiment important de faire des tests en situation de jeu, même si effectivement c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Et donc là, dans ces tests-là, on s'intéresse vraiment à l'instrumentiste en relation avec son instrument, donc à l'interaction entre le musicien et l'instrument, interaction qui est malheureusement perdue quand on s'intéresse uniquement du point de vue mécanique à l'instrument. Donc, première expérience, on a eu 8 violons de différentes périodes, donc vous voyez entre 1840 et puis récemment, 2010. Différents prix aussi, là c'était entre $65 000 et puis $1 000.
Et comme on voulait tester aussi la reproductibilité des musiciens d'une fois sur l'autre, on a fait 2 sessions à au moins 3 jours d'intervalle. Donc, en quoi ça consistait? Tout d'abord, familiarisation avec les violons pendant 20 minutes pour chaque musicien. Ensuite, il devait ordonner les violons par ordre de préférence. Et cette tâche-là d'ordonner par préférence a eu lieu 5 fois d'affilée. Et puis, il devait aussi répondre à des questionnaires pour en savoir un peu plus sur leur formation musicale, pourquoi ils avaient choisi les violons qu'ils ont choisis, qu'est-ce qu'ils ont pensé des différents violons, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la tâche, tout ça pour des investigations futures. Donc, les musiciens... oui? Alors, attendez, j'y arrive. Donc, les musiciens venaient avec leur archet, parce qu'on considère que l'archet, c'est une extension du bras du musicien, parce que sinon, le problème, c'est que si on choisit un archet, c'est quel archet choisir? Est-ce qu'on choisit un archet pour chaque violon? Qui c'est qui le choisit? Donc là, on considère l'archet, c'est l'extension du bras, donc ça vient avec le bonhomme, ça fait partie de sa manière de jouer. En plus, c'est comme ça qu'un musicien procède. Quand il veut acheter un nouveau violon, il y va avec son propre archet. Une fois qu'il a choisi son violon, il va se dire peut-être que je pourrais essayer de trouver un archet qui soit mieux. Mais généralement, il ne fait pas les deux en même temps. Moi qui joue du violon, l'archet est déterminant pour le son. Ça, on est entièrement d'accord. Les comparaisons que vous ferez ne vont pas dépendre. Mais les comparaisons. Mais l'archet est déterminant, mais je crois que ce qui est encore plus déterminant, c'est le musicien. Donc, de toute façon, à partir du moment où on a plusieurs musiciens, voilà, donc on considère que l'archet, ça fait partie du bras du musicien. Comme chacun a un bras différent, chacun a un archet différent et ça en fait partie. Voilà. Après, évidemment, la même étude que je fais sur les violons pourra être faite sur les archets, c'est en prévision, il y a effectivement des choses à comprendre sur les archets, mais en tout cas, un violoniste, généralement, quand il va choisir un violon, il va avec son archet qu'il connaît, comme ça il sait comment il répond, il choisit le violon, et ensuite il se dit, bon, maintenant que j'ai choisi le violon, est-ce que je change d'archet ou pas? Voilà. On a fait l'étude, et toutes les études qui suivent, dans une petite salle d'acoustique assez sèche. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on demande aux violonistes quelles sont les conditions préférables pour tester un violon, en tout cas en premier test, ils répondent tous une petite salle d'acoustique assez sèche pour être sûr d'entendre vraiment le son du violon et ne pas avoir de pollution par la réverbération de la salle. En effet, évidemment, une fois qu'ils ont choisi le violon dans une petite salle, ils vont vouloir le tester ensuite dans une grande salle pour voir est-ce que dans une grande salle, il se comporte bien et est-ce qu'il peut être entendu. Mais la première étape a lieu dans une petite salle. Et alors, j'arrive donc à votre question. La salle était plongée dans l'obscurité, quasiment obscurité. Et en plus, on mettait aux musiciens des lunettes de soudeur pour donc qu'ils ne puissent... donc l'idée, c'était de pouvoir... On sait très bien qu'en aveugle, complètement en aveugle, la perception est complètement changée, parce qu'on n'est pas du tout habitué à être en aveugle. Donc, toutes les références, l'équilibre aussi est modifié, donc on ne pourrait pas étudier la perception en aveugle complètement. Donc là, ça permet d'avoir une condition où les gens voient quand même un peu, peuvent voir les contours du violon, peuvent le prendre en main sans avoir le risque de le faire tomber et tout ça. Et en même temps, ils n'en voient que les contours. Donc, ils ne pouvaient pas voir la couleur, puisque ça, il y en a déjà qui ont des avis, je ne veux pas un violon jaune, je ne veux pas un violon rouge. Et ils ne pouvaient pas voir des détails de facture, reconnaître qui avait fait le violon, et c'est ça. Donc, du coup, ça permettait d'être, ce qu'on dit, en condition aveuglée. Donc, ce n'est pas en aveugle, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas voir. Et donc, c'est aussi pour ça l'intérêt de refaire l'expérience plusieurs fois, c'est que, évidemment, à chaque fois, on remélangeait les violons et on refaisait l'expérience. Donc, ils ne pouvaient pas les reconnaître visuellement. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'ils vont les reconnaître au jeu et est-ce qu'ils vont reformuler le même jugement lors des répétitions des tâches. Et on a eu 20 violonistes pour cette expérience de niveau, on va dire, semi-professionnel en moyenne. Donc voilà comment se passait l'expérience. Donc là, celle-là, en l'occurrence, a eu lieu à McGill, à Montréal. Donc ils avaient les violons en phase 2, donc placés en ordre aléatoire pour chaque répétition de la tâche. Et donc, ils devaient disposer sur une autre table les violons du moins préféré au plus préféré. Alors, là, on voit la cohérence des musiciens. Donc, je vais prendre... Hop, donc, là,
c'est la cohérence des musiciens, ce qu'on appelle la cohérence intra-individuelle, c'est-à-dire comment les musiciens sont répétables d'une tâche sur l'autre, au sein de la même session, donc sur les 5 tâches. Et là, c'est la cohérence entre 2 sessions, donc quand ils revenaient, refaire la même chose entre 3 jours et 1 semaine plus tard. Et là, c'est la cohérence entre les musiciens, c'est-à-dire l'accord. Donc la cohérence va de 0, pas d'accord du tout, à 1, accord parfait. Donc on voit que les musiciens sont cohérents quand même de manière assez bien, même parfaite pour certains, entre eux, c'est-à-dire avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils répètent le même jugement de préférence d'une tâche à l'autre. Par contre, il n'y en a aucun accord entre les musiciens. Donc les musiciens préfèrent tous des violons différents. Et quelle est la variable qui est corrélée là ? Le jugement de préférence, l'ordre des violons. Donc il y a des musiciens qui préféraient le violon en 1000. Exactement. Oui, voilà. Alors, on a regardé un peu, on a fait une analyse de cluster sur les corrélations, pardon, il manque le S, interindividuelles. Et en fait, un cluster, ça met, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'analyse de cluster, mais en gros, c'est de voir des stratégies de préférence. Est-ce qu'il y a des musiciens qui avaient des stratégies similaires? Est-ce qu'il y a des musiciens qui étaient plus d'accord avec eux que d'autres? Donc, plus c'est bas, plus ces musiciens avaient un jugement similaire par rapport à des musiciens qui sont donc très éloignés dans le cluster. Et en fait, on voit, par exemple, le groupe jaune, ils ont formulé ce jugement, donc avec C, le violon préféré, et D, le violon le moins aimé. On voit que pour ce cluster-là, on remarque qu'il y a quand même un peu de similarité sur les violons les moins aimés, mais le C vient assez bas. Et alors pour ces gens-là qui en rouge, là ça s'inverse complètement, puisque le D qui était le moins aimé devient le préféré, et le E qui était quand même assez bien placé devient le dernier. Donc on voit, non seulement ils ne sont pas d'accord, mais même, c'est vraiment complètement pas d'accord, parce que le même violon peut arriver premier pour une dizaine de personnes et arriver dernier pour, en particulier le violon D, il est arrivé premier ou deuxième pour la moitié des gens et dernier pour l'autre moitié. Donc en plus, on pourrait dire, bon, ils ne sont pas d'accord par exemple sur les 2-3 premiers, mais non, ils ne sont pas du tout d'accord sur l'ensemble des violons. Donc les différences interindividuelles sont très importantes. Là, on voit les violons classés par ordre de préférence, le H étant le dernier. Donc c'est le nombre de fois où chaque violon a été préféré par rapport à tous les autres violons. Et en fait, quand on voit les barres d'erreur, on se rend compte que finalement, il n'y a que le premier, le F, qui est préféré de manière significativement différente du dernier violon. Mais tous les autres, sinon, au niveau statistique, ce n'est pas significatif. D'accord ? Donc ça veut dire que finalement, chaque violon trouvera un preneur, ce qui est une très bonne nouvelle pour les luthiers. Mais si on faisait l'analyse un peu autrement, en donnant 10 points au premier et donc c'est quoi, 8 points au premier et un seul au dernier, oui. pour chacun, et puis on porterait le nombre de points qu'un violon a remporté au total, oui. Ce serait toujours aussi aléatoire ou ce serait un peu plus net? Non, ce serait pareil. C'est pareil. Parce que là, c'est juste la probabilité d'arriver en première position. Ça, non, c'est pas une probabilité. C'est la préférence, c'est le nombre de fois où le violon a été préféré par rapport à tous les autres violons. Préféré, ça veut dire préféré par rapport à tous les autres, ça veut pas dire. C'est-à-dire placé devant. En première position. Non, parce qu'il peut être, le violon F pouvait être préféré au violon A, mais pas forcément être en première position. Dans certains classements. Si il est préféré à tous les autres, ça veut dire qu'il est en première position. En l'occurrence, là, le F, il est arrivé préféré à tous les autres, mais ah oui, si, c'est ça, oui, non, t'as raison. Oui, c'est ça. Oui, il a été. Oui, du coup, il arrive en premier. Oui. Oui. Ça, évidemment, ça doit être plus aléatoire qu'une analyse où on donne un poids. Je veux dire, ça c'est un peu comme la présidentielle française, ça. Pourquoi?
quoi? Non, Parce que c'est juste oui, ça exprime la probabilité, enfin pas la probabilité, mais ça exprime oui, les chances qu'a un instrument d'arriver en toute première position. Mais comme on hésite peut-être entre le premier et le deuxième, une autre façon d'interpréter les données, ce serait de... Oui, mais on l'a fait aussi et c'est pareil, hein. On obtient les mêmes résultats. Ouais. Est-ce que vous tenez compte du paradoxe Condorcet? Du paradoxe Condorcet? Oui. Condorcet avait fait remarquer que quand on veut classer trois choses, on demande aux gens de voter, donc on va avoir 6 permutations, des gens vont voter ABC, BA, etc. Il est possible d'avoir des résultats, qu'il y ait une majorité qui préfère A à B, une majorité qui préfère B à C, et une majorité qui préfère C à A. Oui. C'est possible. Oui. Autrement dit, c'est difficile de classer à partir des permutations. Oui. On peut avoir un résultat ambigu. Mais là... La remarque, c'est que ce que vous faites là, vous dites combien de fois tel violon était classé premier. Oui. Et la réponse, c'est que justement ça, c'est pas une question qui a toujours la remarque, c'est que cette question n'a pas toujours une réponse sans ambiguïté. Ça dépend comment vous la posez. C'est ça la remarque. Alors moi j'en profite juste pour faire un peu de pub pour le séminaire du 3 mai, qui va être justement sur les modes de scrutin donc 2 jours avant la présidentielle, vous saurez la réponse à toutes ces questions. Voilà. Oui, j'ai pas de... Parce que là, c'est obtenu sur les classements des musiciens. Oui, non, mais d'accord, j'ai compris la méthode. Je dis qu'il y a une... C'est ça. Donc, Donc, on a vu que les violonistes étaient relativement cohérents avec eux-mêmes, un peu plus au sein d'une même session qu'entre les deux sessions, mais même entre les deux sessions, c'était quand même déjà pas mal. Donc ça veut dire que leur humeur du moment ne va pas trop affecter leur préférence, en tout cas sur une période de temps assez courte. Parce qu'évidemment, sur plusieurs années, on peut imaginer que le musicien évolue et du coup va changer d'avis. Pardon. Il y a un désaccord significatif entre les violonistes quant à leurs préférences. Désolée, avec la pollution, je fais un peu d'asthme. Et en fait, on peut voir 3 origines potentielles de désaccord. Donc, une source de bruit qui est présente dans la mesure de préférence liée à la procédure expérimentale, parce que les musiciens, quand même, pardon, ne sont pas habitués à cette tâche. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font de manière régulière, parce qu'évidemment, quand ils vont essayer des violons, ils vont en essayer plusieurs, mais ils ne vont pas les classer par ordre de préférence, et en plus, ils ne vont pas le faire en aveugle, ils ne vont pas le refaire 5 fois d'affilée. On peut aussi imaginer que les violonistes aient des opinions différentes sur les propriétés que le violon préféré doit posséder, et aussi que les violonistes peuvent évaluer de manière différente les caractéristiques jugées importantes pour l'évaluation de la qualité. Donc, par exemple, pour donner un exemple, un musicien peut dire « moi, je veux à tout prix un violon qui soit riche », et un autre musicien qui dit « non, moi, ce qui est plus important, c'est que le violon projette ». Donc, du coup, comme ils ne sont pas d'accord sur ce que doit posséder le violon, ils vont choisir les violons différents. Mais on peut aussi imaginer que 2 musiciens veulent tous les 2 un violon riche, mais par contre n'évaluent pas la richesse de la même manière, et du coup vont choisir des violons différents à cause de ça. Donc c'est à 2 niveaux. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a plus d'accord entre les violonistes quand l'évaluation porte non pas sur la préférence, mais sur des caractéristiques spécifiques comme la jouabilité. Alors du coup, on a mis au point une deuxième expérience. Donc cette fois-ci, on avait 10 violons, des périodes différentes. On arrive à en avoir des un peu plus vieux et un peu plus chers, puisque le violon C était à $250 000.
Et cette fois-ci, donc, on l'a fait sur une session, puisqu'on a considéré que les violonistes étaient quand même bien cohérents avec eux-mêmes d'une session à l'autre. Donc, la même, au départ, pareil, familiarisation avec les violons. Ensuite, l'évaluation des violons sur 5 critères en plus de la préférence. Donc, je reviendrai sur les critères. On leur a demandé de répéter la tâche 3 fois, et puis, pareil, un questionnaire à la fin. C'était les mêmes conditions expérimentales, donc une salle assez sèche, c'était la même salle, l'obscurité, lunettes de soudeur. Ils rapportaient leur archer et on a eu 13 violonistes qui ont participé. Quand les violons différenciation, ils sont rangés de la même façon? Non, non, pour chaque fois, ils sont remélangés. Alors, les critères avaient été choisis par une analyse verbale des réponses à la question « Comment et sur quels critères avez-vous ordonné les violons pendant l'expérience, la première expérience ?» Ils ont été aussi choisis pour une potentielle corrélation avec des mesures acoustiques. Et les violonistes devaient juger les violons sur ces critères par une échelle pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Donc, je vais venir sur les critères. Donc, on avait « ce violon est facile à jouer » et donc pour chaque critère, on expliquait par une phrase ce qu'on entendait par là pour être sûr que les musiciens comprennent le critère de la même manière. Donc là, pour facile à jouer, c'était un effort minimal pour produire le son, facile d'éviter donc la note du loup, qui est cette note où c'est la vibration de la caisse qui l'emporte sur la vibration de la corde et du coup, ça s'effondre. Le violon répond bien, donc il produit le son désiré avec un large éventail de techniques d'archer, il répond bien à une large palette d'actions du musicien. Le violon a un son riche, merci. Il produit un son riche en harmonique. Le violon est bien équilibré sur l'ensemble des cordes, donc le comportement de jeu du violon est similaire sur les 4 cordes. Et le dernier critère, c'était le violon a une large dynamique du piano au forte. Il peut produire des sons sur une grande gamme dynamique du piano donc au forte. Et enfin, la dernière, c'était un critère de préférence. Ce violon est celui que je préfère. Et donc, du coup, pour chacun de ces critères, il devait dire pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord. Donc, ces critères, ça faisait partie des critères qui ont été cités par les 20 violonistes de la première expérience comme déterminants pour le choix du violon préféré. Alors, on obtient ici les corrélations, donc la cohérence entre les musiciens. Donc, les points clairs, c'est la cohérence entre les musiciens, de chaque musicien avec lui-même, puisqu'il répétait la tâche 3 fois. Et la cohérence en foncé, c'est la cohérence interindividuelle. Donc, on voit que la cohérence interindividuelle est quand même assez proche de 0, et la même pour tous les critères et la préférence. Donc, il n'y a pas plus de cohérence sur des critères particuliers que sur la préférence globale. Et ça a surpris quand même pas mal de luthiers, parce que autant la préférence, on peut se dire, c'est assez logique finalement que les gens n'aient pas vraiment d'accord, parce qu'on aime tous des choses différentes, heureusement, sinon ce serait quand même bien triste. Mais ce n'est pas parce qu'on aime des choses différentes que sur certains critères très particuliers, on ne peut pas se mettre d'accord. Donc nous, on pensait quand même que, par exemple, la jouabilité, c'était quelque chose où les gens pourraient dire bon, ce violon, il est facile à jouer, mais par contre, je trouve que son son n'est pas si, donc moi, je préfère celui-là, et pour quelqu'un d'autre, mais par contre, si, je préfère celui-là. Et en fait, non. Même sur des critères qu'on pensait assez spécifiques et assez non ambigus, les musiciens ne sont pas d'accord. Et ensuite, on a essayé de corréler ces critères avec la préférence, et on se rend compte qu'il y a en particulier un critère, la richesse, qui corrèle bien avec la préférence. Donc, par contre, on a l'impression que les musiciens sont d'accord sur les propriétés que doit posséder le bon violon. Donc, tous les musiciens veulent un violon riche, mais par contre, ils ne vont pas choisir le même violon. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas considérer le même violon comme étant riche. Mais ils sont d'accord sur un violon riche. Ils sont aussi assez d'accord sur un violon qui a une grande dynamique, donc qui peut jouer du pianissimo au fortissimo. On voit qu'ils sont moins d'accord sur la jouabilité, et en fait, ça, c'est pas très étonnant, parce que quand on discute avec eux, il y en a certains qui disent qu'ils veulent un violon assez facile à jouer, et il y en a d'autres qui disent, oui, mais s'il est trop facile à jouer, il n'est plus intéressant. Il faut qu'il y ait un peu de challenge.
Donc du coup, on peut voir, c'est pas forcément étonnant que ça ne corrèle pas si bien avec la préférence, parce qu'on peut très bien trouver un violon difficile à jouer et pour autant l'aimer beaucoup, parce que justement, il présente un intérêt. C'est pareil pour la réponse. Et puis après, bon, pour l'équilibre, on n'a pas trop d'interprétation sur ce critère. Mais bon, en tout cas, la richesse, effectivement, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde veut un violon riche. Donc ça veut dire aussi que maintenant, pour mes études d'après, enfin les études qui vont arriver, je ne vais plus demander aux musiciens pourquoi ils ont choisi ce violon-là, parce que de toute façon, ils vont tous me répondre, je veux un violon qui soit riche, qui soit ci, qui soit ça, et je n'en tirerai aucune information, puisqu'ils sont tous d'accord là-dessus. Pareil, on voit que cette fois-ci, il y a des différences un peu plus significatives entre les violons du haut et les violons du bas du classement. Donc, du coup, on les a divisés. Alors, pour la petite anecdote, parce que c'est un petit écho avec ce que je vous vais présenter après. Le D, c'était un violon allemand fin du 18e. Le G, par contre, c'est un violon d'étude chinois. Bon, 2000 $, donc ce n'est pas non plus le violon de base qu'on trouve à 15 € sur eBay, mais quand même. Et le C, c'était un violon italien. C'était celui à 250 000 $, qui arrive quand même assez bas dans le classement. Et ce violon-là, d'ailleurs, pendant pour la petite anecdote, pendant l'expérience, personne n'a commenté sur ce violon. Parce qu'il y en a certains qui ont fait des commentaires spontanés, à dire « Ah, celui-là, vraiment, je l'aime bien. » Voilà. Celui-là, il est passé à la trappe. Personne n'a jamais rien dit. Puis à la fin de l'expérience, la petite récompense pour eux, c'était qu'ils avaient le droit d'enlever les lunettes, on allumait la lumière et puis ils pouvaient voir les violons. Et donc, ils avaient le droit de regarder à l'intérieur des violons et voir les petites inscriptions, donc qui c'était. Et évidemment, ils ont tous dit « Oh, un Guadagnini !» Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Alors qu'aucun n'avait mentionné quoi que ce soit sur ce violon. Donc, alors du coup, on les a divisés en 3 classes de préférences pour essayer de voir, est-ce que, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les préférences et sur les jugements des violons, est-ce qu'on peut retourner à la physique et voir ce qui se passe au niveau physique. Juste avant ça, est-ce que vous avez comparé ces classements avec des classements faits par exemple, des luthiers qui ne seraient pas les luthiers qui auraient estimé ces violons? Non. Non, mais j'ai fait une autre étude où, cette fois-ci, il y avait 2 groupes de jugements. Un jugement fait par des violonistes et un jugement fait par des luthiers. Et en fait, on avait la même diversité. Donc, ce n'était pas forcément le même violon qui revenait en premier, mais comme de toute façon, il n'y avait pas de différence significative, on ne pouvait pas vraiment dire qu'il y avait une grosse différence. Mais la même variation entre chacun qui choisissait un autre violon se retrouvait chez les luthiers. Donc, du coup, il y a autant de diversité des jugements chez les luthiers que... et en plus, là, j'avais des violons des luthiers qui sont classés comme les top luthiers au monde en ce moment, et des violons d'amateurs. Et même le violon d'amateur est arrivé premier au moins une fois. Donc, à l'intérieur d'un même luthier historique, par exemple, il y a de grandes variations de qualité. Ah oui. Ah oui, oui. Fait dans sa jeunesse ou pas. Oui, oui. Mais... Les variations de prix ne reflètent pas toujours ces variations. Disons aussi, par exemple, tous les Stradivarius ne sont pas à plusieurs millions. Il y en a certains qui sont quand même beaucoup moins parce que justement, ils sont réputés comme moins bons. Mais après, là, moi, je ne suis pas dans des considérations de prix et de qualité absolue. Là, ce qui m'intéressait, c'était les jugements des violonistes quand ils n'ont aucune information sur l'origine du violon, quand ils n'ont aucune information visuelle. Donc voilà, donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pour un groupe donné de violons, qu'est-ce qui se passe au niveau des musiciens. Après, effectivement, je ne dis pas que ces violons sont représentatifs de tous les violons qui sont créés, de tous les violons qui existent. Je ne dis pas que ce Guadagnini est représentatif de tous les Guadagnini qui ont été fabriqués par Guadagnini. Ça, ce n'est pas l'objet de mon étude, même si effectivement... mais de toute façon, on verra à la fin, on peut vraiment se demander la question, qu'est-ce qui fixe le prix d'un violon donc, du coup, on a vu que les différences interindividuelles dans la manière d'évaluer la qualité d'un violon sont importantes, même si les jugements portent sur des critères spécifiques, donc même si ce n'est pas juste la préférence. Étant donné ce manque de consensus, ce n'est pas étonnant qu'on ne soit pas arrivé pour l'instant à vraiment trouver de corrélation dans le domaine de la physique.
Mais par contre, il y a un accord, c'est sur les qualités que doit posséder un instrument, enfin le bon instrument pour un musicien. Donc tous les musiciens vont être d'accord qu'il faut que l'instrument soit riche, qu'il projette. Et donc, du coup, ça veut dire que les différences interindividuelles sont liées à des variations d'évaluation des différents attributs. Les deux questions qu'on se pose quand même, c'est, là on avait donc une certaine gamme de violons. Est-ce que si on va vraiment dans le haut de gamme, donc dans les violons vraiment super chers, est-ce qu'il va y avoir quand même plus d'accords? Est-ce que du coup on peut se dire, est-ce que ce n'est pas une question de seuil, c'est-à-dire au-dessus d'un seuil, les gens vont être d'accord? Donc ça c'est la dernière expérience dont je vous parlerai. Et puis aussi, est-ce que maintenant qu'on a quand même des groupes de préférences, est-ce qu'au niveau de la réponse acoustique, on peut voir des effets? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, quand les gens regardaient dans l'acoustique, dans les propriétés acoustiques, ils disaient, bon, les violons ont été évalués par une personne qui les a catégorisés entre pas bon et bon, entre guillemets. Mais du coup, c'était fait par une personne, donc est-ce que c'était vraiment représentatif ou pas? Là, c'est fait sur plusieurs musiciens et on a obtenu des groupes. Donc on s'est dit, est-ce qu'en ayant cette connaissance perceptive, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Alors, la grandeur la plus utilisée pour l'acoustique du violon, c'est la mesure d'admittance. Donc, comment elle est réalisée? En fait, c'est une réponse impulsionnelle. On excite le coin du chevalet avec un petit marteau d'impact, tout petit marteau. On l'a même fait sur des Stradivarius. Bon, évidemment, ceux qui les possédaient ou qui les avaient en prêt, ils étaient comme ça à vérifier qu'il n'y avait rien qui s'abîmait. Et puis, on mesure l'autre coin du chevalet, donc le déplacement du chevalet par un vibromètre laser. Et donc, alors, comment se fait l'excitation? En fait, elle se fait tangentiellement au chevalet. C'est un peu pour reproduire une excitation réelle qui a lieu avec l'archet tangentiellement au chevalet, en tout cas pour la corde sol. Donc, on regarde ensuite cette réponse impulsionnelle en fonction de la fréquence. Et donc, c'est une sorte un peu comme une fingerprint, comme on dit, une empreinte digitale acoustique d'un violon. L'avantage de cette mesure, c'est que, évidemment, c'est très reproductible d'un violon à l'autre. Et en plus, on s'affranchit de la réponse de la salle, puisque c'est une mesure purement vibrationnelle. Évidemment, l'inconvénient, c'est qu'un violon, ça rayonne, et que du coup, ça ne nous donne aucune information sur le rayonnement, et le rayonnement est une partie non négligeable de ce qu'on ressent. Et puis l'autre problème, mais ça va être le problème de quasiment tous les systèmes de mesure, c'est qu'on s'affranchit du musicien, et évidemment, chaque musicien va exciter le violon de manière différente. Et on a beau dire qu'a priori c'est linéaire, donc ça veut dire que comme on met une excitation impulsionnelle, on pourrait reconstruire ensuite la réponse du violon à n'importe quelle excitation, on se rend compte que ce n'est pas complètement linéaire et donc on perd la non-linéarité due à l'excitation au départ, surtout sur le transitoire d'attaque. Après, en régime permanent, une fois que le son est installé, a priori, il n'y a pas d'effet non linéaire, donc cette mesure devrait prendre en compte toute la complexité du système. Mais au niveau de l'attaque, il doit se passer d'autres phénomènes qui ne sont pas encore compris, et du coup, on perd évidemment un peu d'informations. Alors, cette grandeur commence à être utilisée par pas mal de luthiers, ce qui leur permet en fait de mesurer un peu leurs instruments, de garder des traces au fur et à mesure de leur fabrication. Et ce qu'on appelle les modes basse fréquence ici sont des modes que le luthier peut directement contrôler. Autant les modes haute fréquence, bon là ça devient un traitement statistique, donc le luthier ne contrôle rien. De toute façon, dès qu'il change un peu, ça va changer ce qui se passe à haute fréquence, là, entre 2000 et 5000 Hz. Autant ces modes-là, on sait à quoi ils correspondent au niveau de la vibration des tables, et les luthiers savent en fait comment les contrôler, dans une certaine mesure évidemment, parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent contrôler ce mode-là, ils vont influencer l'autre mode, mais en tout cas, ils ont des pistes sur comment arranger les modes. Alors, donc, c'est les modes basse fréquence qui sont les plus importants, et en particulier, ces deux modes, B1+, et comme ils sont appelés dans la littérature, B1+, et B1-, et puis le mode A0, qui est assez faible dans la fonction d'admittance, mais qui en fait est très fort en rayonnement.
Et du coup, il y a eu pas mal de suppositions et d'hypothèses faites à la fois par des luthiers qui ont fait un traitement scientifique derrière et par des scientifiques sur à quel endroit doivent être ces différents modes, quelle est la fréquence, est-ce qu'il y a un espacement optimal entre les différents modes. Et il y a eu différentes suggestions. Et du coup, on a essayé de voir est-ce que ces suggestions seront révélées dans les groupes de préférence des violons qu'on a. Et alors, donc ça, c'est la mesure. Donc, on a mesuré cette admittance sur tous les violons. On a ensuite fait une reconstruction modale des différents violons. Et on a pu en déduire les différents modes, donc A0, A1, CBR, B1- et B1+. En fait, CBR et A1 ne sont pas présents sur ce violon. Donc, en plus, ça complique les choses. C'est que tous les modes ne sont pas forcément présents sur tous les violons. Donc, on les a mesurés par reconstruction modale de l'admittance sur les différents violons, ici classés par ordre de préférence. Et on voit qu'il n'y a pas de... Donc ça, c'est les violons les moins préférés, les violons du milieu et les violons les 3 préférés. Bon, il y a des différences entre tous les violons, mais on voit que, par exemple, entre les 2 violons préférés, il y a autant de différences qu'entre le violon préféré et le violon moins aimé. Donc on a, en tout cas au niveau de la fréquence de ces modes, on n'a pas pu observer de corrélation entre la préférence avec la préférence, et du coup on n'a pas du tout observé les hypothèses suggérées par des auteurs précédents, scientifiques ou luthiers. Après on s'est dit bon, on va peut-être regarder toute la fonction d'admittance, et donc là j'ai mis les 4 violons les moins préférés, les 3 violons les préférés et les 3 violons du milieu. On voit par exemple qu'il y a une énorme différence entre le vert et les autres, et pourtant il faisait partie des violons préférés. On voit aussi en fait que ces violons-là, ils ont une forme beaucoup plus canonique avec un fort B1-, B1+, alors que ceux-là finalement, que les moins préférés ressemblent plus finalement aux plus préférés que ceux du milieu. Donc en fait, on voit qu'au niveau acoustique, en tout cas, on n'a aucune piste sur comment corréler ça avec les jugements des musiciens. Et on n'en a jamais eu, et on se rend compte que même en sachant plus sur les préférences des musiciens, pour le moment en tout cas, on n'arrive pas plus à essayer à pouvoir, en regardant une fonction d'admittance, dire « Ah bah tiens, ce violon, il va être aimé par telle ou telle personne ». Pourquoi vous regardez les fréquences aussi hautes? Parce que le violon, c'est plus ou moins de 220 à 1600. Oui, mais il y a tous les harmoniques. La première note du violon, d'ailleurs, le fondamental n'est même pas présent dans le violon, c'est que les harmoniques. Oui, ce que je disais, les luthiers peuvent manipuler les modes jusqu'à vers 600-700 Hz. Ils en sont capables. Non. Non, au-dessus, ça dépend. Ils ne vont pas pouvoir manipuler individuellement. C'est-à-dire que s'ils vont faire des choses sur le bois, ça va forcément avoir des répercussions à haute fréquence, mais ils ne vont pas pouvoir le contrôler. Alors que pour les modes basse fréquence, ils peuvent contrôler, ils peuvent savoir où agir, quoi faire sur la voûte, sur l'épaisseur. Voilà. Il y a une explication pour ce creux à 660? Non. Non, mais non, tous les violons non. Certains plus ou moins forts. Et oui, on n'avait pas d'explication. Alors, il y avait aussi des choses que ça s'appelle le bridge hill, ça a été pas mal étudié. Et on disait à un moment donné qu'il faut que... Donc, ça fait une sorte de... Ça s'appelle bridge hill parce que donc bridge, c'est le chevalet en anglais. Et qu'on disait que c'était dû au mouvement du chevalet. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est dû au mouvement du chevalet en corrélation avec la table d'harmonie qui bouge. Et il y en a qui disaient qu'il faut qu'il soit quand même assez marqué pour que ce soit un bon violon. Bon, on observe... Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même assez marqué sur tous. Mais bon, on n'a pas de... Donc pour le moment, c'est un peu échec. Mais il y a encore plein de choses on a encore plein de pistes. Là, c'est un peu un truc assez préliminaire, là. Donc les résultats n'ont même pas encore été publiés. Donc c'est à poursuivre. Donc oui, donc je disais pas de tendance caractéristique liée aux préférences des musiciens, ni dans les modes basse fréquence, ni dans l'espacement entre les modes, et ni de manière plus générale dans l'admittance. Donc du coup, moi ça me pose la question, c'est pourquoi beaucoup de luthiers s'intéressent à cette mesure, parce que qu'est-ce qu'elle nous apporte?
Pour le moment, c'est pas très clair. Ce que veut dire cette mesure, si on fait des changements très brutaux, par exemple on enlève l'âme, qu'est-ce Oui. qui se passe? Si on retire l'âme, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on retire l'âme, je ne sais pas comment ça va se traduire sur cette réponse vraiment, mais en tout cas, il n'y aura plus de son. Enfin, j'ai déjà entendu un violon sans âme. Enfin, si, il y a du son, évidemment, parce que la table d'harmonie, elle est toujours là, mais ça s'effondre parce que du coup, il y a plus, ça projette plus, il n'y a plus de puissance. Voilà. Après, justement, on a essayé d'étudier. Il y en a beaucoup qui disent la position de l'âme est cruciale, et si on la change de même pas 1 millimètre, on l'entend. On l'a changé, et on a regardé l'effet sur cette courbe, et il est 0. On n'a rien vu comme effet. Et vous entendez une différence? Pour moi, ce n'était pas clair. Pour le luthier, il était convaincu. Bon. Donc ça, c'est des petites études qu'il va falloir faire. Est-ce qu'effectivement, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on demandait au luthier de mettre la lame à une position optimale, optimale pour lui, hein, et puis ensuite de la déplacer, puis ensuite de revenir à la position optimale. Et il y avait autant de différence entre deux positions optimales, enfin, qui est soi-disant la même position, et une position optimale et une position non optimale. Donc, mais lui, pour lui, il était sûr de l'avoir remise au même endroit. Bon, après, nous, on ne peut pas vraiment mesurer l'endroit parce que c'est quand même assez inaccessible. Mais en tout cas, sur la réponse, on n'a rien observé entre deux positions optimales, enfin, soi-disant la même position, et une position optimale et non optimale. Donc, si je vous ai bien compris, vous avez des transformations de Fourier d'une réponse à une impulsion subite. oui. Est-ce que vous avez vérifié que vous avez les mêmes spectres si vous prenez une source monochromatique et que vous balayez la fréquence en mode CW? Non, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, le système est linéaire. Donc, C'est justement la question. Est-ce qu'il est linéaire? C'est pas évident. Si, par rapport à une excitation comme ça, oui. Alors, après, le problème de l'excitation monochromatique, il faut trouver un moyen de l'exciter. Donc, il y a des systèmes avec des petits aimants. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre, par exemple, un pot vibrant accroché directement au violon. On ne peut pas rajouter trop de masse sur le chevalet parce que ça change complètement, puisqu'on sait, la sourdine sur le chevalet, ça change complètement le son du violon. Et alors, il y a des petits systèmes en mettant un petit aimant et puis en mettant une bobine autour. Mais ce n'est pas hyper facile à mettre en place. Et du coup, non, on n'a pas... Mais enfin, je crois qu'il y a eu des études là-dessus. C'est quand même... En tout cas, par une excitation comme ça, il n'y a pas de raison que le violon soit non linéaire. Après, dans son fonctionnement total et avec une excitation d'archet un peu violente et tout, on ne dit pas. Mais en tout cas, pour des études, une excitation comme ça avec marteau. Et puis d'ailleurs, il y a certains violons où j'y suis allée un peu violemment avec le marteau. La réponse est la même selon la violence. Oui. Et donc, j'en arrive à la dernière expérience que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est donc celle qui a fait jaser, j'allais dire, c'est en janvier-février. Donc, c'était pour répondre justement à la question, est-ce qu'il y a une sorte de seuil à partir de laquelle les violons sont tellement bons que tout le monde va les préférer ou va préférer le même? Donc, on avait rassemblé 3 violons anciens, donc 2 Stradivarius, et puis un Guarnerius del Gesù, qui est donc l'équivalent Stradivarius, bien que moins connu du grand public, mais très connu chez les violonistes. Donc les 3 violons avaient à peu près une valeur de 10 millions au total, et 3 violons neufs entre 2007 et 2010. Donc l'expérience a été faite en septembre 2010, donc il y en a certains qui avaient quelques semaines. Il y en avait un qui avait quelques semaines. Et ils avaient une valeur à peu près sur le marché d'environ 100 fois moins que les violons anciens. Donc le test a été fait en double aveugle, double parce qu'en fait le musicien, il n'y avait aucune information sur comment étaient ordonnés les violons. C'est-à-dire que le musicien, l'assistant qui posait les violons sur le lit ou qui leur tendait les violons, était lui-même en aveugle pour qu'il n'y ait pas d'influence sur la manière dont ils prennent les violons et ils les donnent aux musiciens. On aurait pu imaginer que si l'expérimentateur sait que c'est un Stradivarius, il va le donner un petit peu plus, avec un peu plus d'attention que si c'est un violon moderne.
Donc, bon, là, la photo a été prise au flash pour qu'on voit un peu quelque chose, mais en fait, il faisait très, très sombre. Et vous voyez que la participante, là, porte les lunettes de soudeur. Donc, les deux parties. La deuxième partie, c'était vraiment pour émuler... donc, en fait, en psychologie, on parle de conditions écologiquement valides. Donc, écologiquement valide, ça veut dire que le musicien est placé dans une situation en laboratoire qui corresponde au maximum à une situation de la vie réelle. Parce qu'on sait très bien qu'un humain est très sensible aux conditions dans lesquelles il est, et il a une mémoire, il a une expérience, et donc c'est un gros challenge pour préparer des expériences avec des humains, pour faire en sorte que les musiciens vont se comporter comme on imagine qu'ils vont se comporter dans la vraie vie. Parce que les gens qui viennent, ils vont être gentils, hein, ils nous donnent toujours une réponse. Mais est-ce que cette réponse a vraiment un sens? Est-ce que cette réponse est vraiment la réponse à la question qu'on posait? Ça, c'est un gros problème. Donc, c'est des choses qu'on ne se pose pas trop en tant que physicien. Mais quand on travaille avec des humains, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de choses qu'il faut contrôler. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est les musiciens, quand ils vont choisir un violon, ils vont chez un luthier, ils vont avoir plusieurs violons. Le luthier va leur proposer plusieurs violons, et puis à la fin, s'il y en a un que le musicien aime bien, il va demander au luthier s'il peut l'emporter à la maison pour le tester davantage. Donc pour le tester déjà sur une plus grande durée, pour pouvoir le tester en conditions de quatuor ou d'orchestre ou de soliste suivant sa profession. Il va pouvoir aussi le tester dans différentes salles. Donc là, la question qu'on posait, c'était quel est le violon que vous aimeriez emporter à la maison? D'accord. C'était aussi pour s'affranchir d'un problème de coût et de prix, parce qu'évidemment, pour un musicien, pour acheter un violon, il y a le prix qui est important, évidemment. Et puis aussi pour justement s'affranchir de ce problème que le musicien dise je ne sais pas si je peux l'acheter parce qu'il faudrait que je le teste davantage. Et on a aussi choisi 4 catégories: projection, jouabilité, réponse et palette sonore. Et je devais choisir le pire et le meilleur violon pour ces 4 catégories. Et puis, en première partie, on a fait un peu ce qu'on appelle du speed dating avec des violons. Donc, c'était des comparaisons par paire, très rapides, hein, je reviendrai dessus, pour vraiment tester par paire vieux, nouveau. On a eu 21 violonistes de haut niveau, 2 semi- et 2 finalistes du concours international de violon d'Indianapolis, hein, qui est un grand concours réputé. On a eu 2 membres du jury, 8 membres de l'orchestre symphonique d'Indianapolis, et puis 7 autres professionnels et 2 amateurs, très bons amateurs. On a choisi, pour les mêmes raisons que précédemment, une salle d'acoustique relativement sèche. Donc, contrairement à ce qu'elle a dit dans les médias, c'était un choix délibéré et pas quelque chose de fait un peu parce que ça nous arrangeait bien. Et puis, pareil que pour les autres études, on a demandé dans la mesure du possible aux musiciens d'apporter leur archet. Il y en a certains qui étaient venus juste pour le concours et qui du coup n'avaient pas leur archet. On leur a fourni un archet, mais n'ont pas mentionné que cet archet n'était pas apte pour le jugement. Donc ils ont tous pu faire l'évaluation. Donc la première partie, c'était surtout là que c'était important que ce soit en double aveugle, puisque comme on les faisait par paire, il fallait donner les paires les unes après les autres. Donc comme on avait 6 violons, 3 violons anciens, 3 violons neufs, ça nous a permis de faire 9 paires anciens neufs, 1 minute par violon, et à la fin, donc ils jouaient 1 minute sur un violon, 1 minute sur l'autre violon, et ils devaient dire lequel ils préféraient, et puis on passait à la paire d'après. Ils n'avaient pas le droit de revenir sur le premier violon. Donc c'était vraiment pour voir un peu, c'était un peu pour tester l'idée qu'il y en a plein qui disent « Ah, vraiment un bon violon, on le sent tout de suite. On le joue quelques secondes et on sait que c'est un super violon. » C'était aussi pour tester les gens qui disent « En quelques secondes, je peux te dire si c'est un violon neuf ou pas. » Donc on sait que les musiciens n'achètent pas un violon en 1 minute, hein, ça c'est évident. Mais en tout cas, on voulait un peu tester cette idée préconçue comme quoi, en quelques secondes, on peut avoir une bonne idée du violon. Évidemment, les musiciens n'étaient au courant de rien, donc il fallait un peu les attirer, puisqu'il fallait quand même qu'on en ait beaucoup en peu de temps. Parce qu'évidemment, je ne vous dis pas la galère pour récupérer ces violons pour plusieurs jours, parce que quand vous dites à quelqu'un qui a un strad et qui va être joué
dans l'obscurité quand même, par 21 étrangers, généralement les gens ne sont pas très motivés pour prêter le violon. Donc ça a été assez compliqué. Et du coup, pour attirer un peu les musiciens, pour en avoir pas mal en peu de temps, en 3 jours, on leur disait, vous allez pouvoir jouer des super violons. Il y en a qui disaient, est-ce qu'il y aura un Strad ou un Guarnerius? C'est bon, j'essayais d'esquiver la question, mais en leur faisant comprendre que oui, certainement. Mais ils n'avaient pas du tout d'idée sur l'étude. Moi, je leur parlais vraiment de mes travaux de recherche en tant que je travaille sur l'évaluation des musiciens pour comprendre un peu ce qui plaît aux musiciens. Et donc, en l'occurrence, ils n'avaient pas aucune idée de ces pairs, s'il y avait des violons neufs ou des violons anciens. De toute façon, on n'a jamais demandé s'ils pensaient qu'ils étaient anciens ou vieux. C'était vraiment sur la préférence. L'idée aussi, c'est que les humains, c'est des gens très, vous en savez quelque chose, qui ont leur propre ego, qui mettent une grosse hiérarchie entre eux, instrumentistes, et moi, en l'occurrence, scientifiques, et que du coup, pour arriver à des questions qui soient honnêtes, il faut faire très attention à comment on les formule. Donc, il faut toujours placer les gens en situation de « vous êtes les experts, vous me dites ce qui est bien ». Donc, il ne faut jamais poser des questions où ils peuvent avoir tort. Parce qu'ils ne vont pas répondre. Ils ne veulent pas avoir tort. Pour eux, de toute façon, c'est des grands solistes. Ils ont raison. Donc, la préférence, ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est une question de goût personnel. Donc, du coup, si on leur pose des questions sur la préférence, ils ne vont pas hésiter à répondre. Sur d'autres questions, ça peut être problématique. Voilà. Donc, ça paraît bête, c'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais en fait, quand on met en point le protocole, ça peut avoir pas mal d'implications en fait, sur le design de l'expérience. Donc les résultats, le nombre de moyens de fois qu'un violon ancien a été choisi était de 3,7, donc moins que la moitié, puisqu'il y avait 9 paires. Évidemment, donc ça c'est ce qu'on appelle, ce qui a été observé sur les 21 musiciens, sachant qu'il y a 21 musiciens, il y a quand même, si on veut faire une inférence à la population totale des violonistes, on en déduit l'intervalle de confiance par les statistiques, et on voit que c'est entre 2,8 et 4,5. Donc c'est juste, la moitié est juste inclus dans l'intervalle, donc ça veut dire que, entre guillemets, dans le pire des cas, les violons anciens vont être autant préférés que les violons modernes. Et ils peuvent même être vraiment moins préférés que les violons modernes. Donc en tout cas, ce qu'on montre avec cette expérience, c'est qu'il n'y a pas de nette préférence des violons anciens, comme on aurait pu l'imaginer, vu leur réputation. Et alors si on regarde un peu plus en détail des pairs, on se rend compte que quand c'est les violons anciens 2 et 3, en fait, il y a autant de gens qui ont préféré le 9 que l'ancien. En gros, c'est 10, 11, 11, 10. Et en fait, c'est uniquement quand il y avait O1, donc un Stradivarius, que là, les gens ont vraiment préféré les 9. Donc en fait, finalement, donc ça veut dire que finalement, ces résultats de faible préférence pour les anciens est dû en fait à un rejet d'un instrument particulier. En l'occurrence, c'était un Stradivarius, mais ça reste quand même limité à un seul instrument. Donc ça veut dire quand même, de manière générale, on peut en conclure à les gens aiment autant les anciens que les neufs, ce qui n'est pas surprenant parce qu'il n'y avait aucune raison pourquoi ils préféreraient les anciens s'ils ne savent pas qu'ils sont anciens, évidemment. On n'a pas non plus obtenu d'effet significatif de l'âge du violon des participants, donc les gens ont choisi indépendamment, enfin en tout cas, d'après nos observations, on n'a pas pu montrer que, par exemple, les gens qui possèdent un violon ancien ont plutôt choisi des violons anciens que les gens qui possédaient des violons modernes. Alors, la deuxième partie, donc la première barre, c'est le nombre de gens qui ont choisi d'emporter le violon à la maison, en violet. Il y en a certains qui ont dit que vraiment ils hésitaient avec un deuxième, donc on a mis le deuxième en violet clair. Il y en a certains qui ont mentionné spontanément le violon que vraiment ils n'aimaient pas, donc on l'a mis en noir. Et après, sur les catégories, c'est donc le nombre de gens qui ont choisi ce violon-là en tant que premier pour la palette sonore, la jouabilité, la réponse et la projection. Donc on a les 6 violons, les 3 modernes, les 3 anciens, et on voit donc assez nettement, cette fois-ci, il y a un peu plus, autant avant on avait vraiment un rejet de O1, mais pour les autres violons, ça ne se différenciait pas trop. Là, on voit quand même qu'il y a un instrument moderne qui sort vraiment du lot. Donc c'est le violon N2 qui a été choisi donc, le plus grand nombre de fois, 8 fois en premier et 3 fois en second.
Et puis, il y a même assez impressionnant parce que là, pour le coup, c'est un violon pour lequel on a un accord de tous les musiciens, enfin de 13 musiciens, pour dire qu'ils projettent beaucoup. Ce qui n'est pas le cas donc, de mes études précédentes et ce qui n'est pas le cas d'autres critères. Vous voyez qu'il y a, par exemple, celui-là, il y a la moitié il y en a 3 qui ont dit qu'il était facile à jouer, il y en a 3 qui ont dit qu'il n'était pas facile à jouer. Donc, pour ce violon, c'est assez surprenant qu'il y ait un accord. Malheureusement, je ne peux plus avoir accès à ce violon, donc je ne peux pas l'étudier davantage. Mais c'était le cas parfait parce qu'il y ait autant d'accords d'autant de gens par rapport à toutes les études faites précédemment, c'est assez remarquable. Et puis bon, par contre, on voit quand même que quand les gens ont plus... Donc, on voit que le O1, il reste dans le bas de l'échelle, donc il reste comme n'étant pas aimé et étant choisi souvent comme le moins bon pour différents critères. Donc on voit aussi que finalement le speed dating, ça marche bien pour dire ce qu'on n'aime pas, mais ça ne marche pas bien pour dire ce qu'on aime bien. Donc les gens qui disent « je peux en quelques secondes le dire », je pense qu'en quelques secondes, ils peuvent dire effectivement qu'ils n'aiment pas un violon. Par contre, de dire qu'ils aiment vraiment ce violon et que c'est vraiment le violon qu'ils pourraient choisir, ça c'est autre chose, puisque là, c'était sur plus longtemps, ils avaient 20-25 minutes pour jouer les 6 violons. Donc, ils ont eu plus de temps et on voit que du coup, il y a un violon qui ressort un peu plus du lot qu'il n'en ressortait dans les comparaisons par paire. Alors, après, évidemment, ça, c'est au niveau, je dirais, descriptif, c'est-à-dire sur les 21 sujets. Si maintenant, on fait des inférences statistiques, il n'y a aucune différence significative entre les 6 violons. Donc, on peut juste dire que on n'est pas arrivé à montrer de préférence nette pour les violons anciens, qu'on aurait pu s'attendre. Par contre, on ne peut pas parler de préférence nette pour les violons modernes. En gros, c'est du kiff-kiff. Donc, en fait, seulement 8 sujets ont préféré un violon ancien. En particulier, les 2 membres du jury qui jouent un Stradivarius et un Guarnerius ont comparé le violon moderne qu'ils ont choisi N2 comme vraiment comparable en qualité avec leur violon ancien. Donc, quand je vous ai dit pour les statistiques, on donne un intervalle de confiance entre 18 et 61. Donc, vous voyez que ça, c'est au-dessus des 50%. Donc, notre expérience n'exclut pas la possibilité d'une préférence pour les violons anciens. Mais on voit qu'elle resterait comme somme toute faible vu le prix de ces violons anciens. On aurait pu s'imaginer quand même avoir une préférence de 80 ou 80%. Et on n'a pas non plus mis dans cette partie-là un effet de l'âge du violon des participants, puisque 12 participants qui possédaient un violon ancien, il y en a 5 qui ont choisi un violon ancien. Et sur les 9 qui possédaient un violon moderne, il y en a 3 qui ont choisi un violon ancien. Donc on voit que dans l'ensemble, ils ont choisi plus un violon moderne, peu importe s'ils étaient... au moins autant s'ils avaient un violon ancien que s'ils avaient un violon moderne. Est-ce que vous avez fait une procédure similaire aussi sur un auditeur, donc en triple aveugle, par exemple, sur un auditeur? C'est prévu pour septembre. Parce que moi, par exemple, j'ai vu un cas d'un violoniste qui devait choisir entre un Stradivarius et un Guarneri, et il a joué avec l'un avant l'entracte et avec l'autre après l'entracte à un concert, parce qu'il y avait quelqu'un dans la salle dont il voulait l'opinion. Oui. Oui, mais ça, c'est... j'y viens. Donc, on retrouve ce que je vous ai présenté précédemment, une divergence des avis globaux, puisque tous les violons ont été choisis au moins une fois, même O1, il a été choisi une fois. Il y a 4 violons qui ont été considérés comme le moins bon au moins une fois. À part, donc, je vous ai dit, le N2 qui était vraiment une sorte d'unanimité pour ce violon, sinon il y a une divergence sur les critères aussi, donc rien de nouveau par rapport aux expériences d'avant. Et on voit aussi que, comme il y a eu ces divergences sur les critères et sur leur choix, qu'en fait les gens ont pu évaluer les violons sur des critères indépendamment de leur qualité globale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément mis le violon qu'ils préféraient premier sur tous les critères. Donc il y a bien des gens qui disent bon ce violon il n'est pas premier là-dessus, mais comme il a plus si, voilà. Donc les gens arrivent, enfin en tout cas les musiciens arrivent à avoir un avis assez analytique et décomposé en critères par rapport à leur avis global. Alors une des questions c'était aussi est-ce que les violonistes peuvent distinguer les violons neufs des violons anciens juste par leur qualité de jeu, donc sans avoir aucun indice sur d'où ils venaient.
Alors, sur les critères, au niveau jouabilité et réponse, on a effectivement obtenu que les violons neufs avaient un score significativement plus élevé. Mais par contre, on n'a observé aucune différence significative sur la projection et la palette sonore. Or, les deux aspects sur lesquels les violonistes disent que les violons anciens sont supérieurs, c'est une palette sonore importante et des instruments qui projettent plus. Donc, nous, on n'a rien observé là-dessus. Après, on n'avait que 21 musiciens. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas observé d'effet qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, notre expérience n'est pas arrivée à en mettre en valeur un effet. Tout à la fin de l'expérience, mais vraiment à la fin, de manière assez informelle pour les raisons que je vous ai expliquées avant, on leur a demandé, s'il y avait le temps, est-ce qu'ils avaient une idée de l'école de lutherie du violon qu'ils avaient choisie. Donc j'ai bien demandé l'école de lutherie pour qu'ils me disent plus quelque chose comme c'est l'école allemande du 19e siècle ou l'école française, pour justement pas trop parler de date et pas leur donner une idée qu'on s'intéressait un peu à ces effets-là. D'autant plus qu'on savait très bien qu'il y en avait certains qui allaient se retrouver après et allaient en discuter, donc il fallait en plus pas qu'il y ait de fuite là-dessus. Donc, on a pu poser la question, je crois, à 16 sur les 21, ou 16 ou 17. Et il y en a aussi qui ont fait des commentaires spontanés. Et donc, on voit ici les commentaires, donc les réponses données, en étant correctes ou en étant fausses. Et c'est assez marrant de voir que pour N2, qui est donc le violon préféré, il y a eu plus de fausses que de correctes. Et pour O2, qui était le deuxième préféré, il y a eu plus de vrais que de corrects. Et pour O3, en fait, il y en avait en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1, mais non, pour O1, en fait, il y en avait 3 de fausses. Je ne sais pas pourquoi j'ai 1. Et donc, c'est assez marrant de voir qu'en fait, les gens, quand ils aiment un violon, ils ont plutôt tendance à supposer qu'il est ancien. Et quand ils n'aiment pas et qu'ils ne le trouvaient pas bon, ils vont justement dire bah non, ce n'est pas un violon ancien. D'accord ? Donc, c'est vraiment ancré dans leur tête, c'est bon violon égale violon ancien. Donc, pour O2 qui était ancien, effectivement, du coup, ça donne des réponses vraies. Et pour N2, ça donne plutôt des réponses fausses. Bon, ça, c'est sur un nombre limité de sujets, on a assez peu de données, donc je ne vais pas en faire des conclusions trop hâtives. Mais du coup, c'était assez intéressant, ça nous donne un peu des pistes pour voir, pour explorer. Ensuite. Bon, vu l'heure, je vais passer ça. Et donc du coup, je pense qu'il est inutile de chercher, il n'y a pas de secret du Stradivarius, sauf dans la tête des violonistes. Évidemment, ça en enlève rien à la magie de ces instruments, puisque c'est des instruments qui sont quand même très beaux, il faut le dire, très bien réussis. Et puis surtout, ils ont traversé plus de 300 ans d'histoire, ils ont traversé des guerres, ils ont été souvent joués par des grands solistes. Donc finalement, ce qui fait le prix et la valeur de ces instruments, c'est leur aspect historique et antique, mais pas en tout cas, a priori, assez peu leur valeur, je dirais vraiment acoustique et leur valeur d'instrument. C'était assez bien résumé par un des participants, un des finalistes. Quand il a choisi N2, il dit j'espère que c'est un violon italien. Mais pour moi, bon, cette dernière étude, ça reste assez anecdotique. Parce que ça pose finalement, ça ne résout pas beaucoup de questions, ça pose finalement plus, parce qu'on retrouve que même dans le haut de gamme des violons, il y a cette même divergence des avis, cette même disparité, et du coup, qu'est-ce qui fait que certains instruments comme N2 a été quand même jugé de manière assez unanime, mais d'autres violons pas du tout? Qu'est-ce qui fait que il y a quand même des accords par sous-groupe, il y a certains instruments, il y en a quand même plusieurs qui ont mentionné que ce violon était nasal, mais il y en a aussi plusieurs qui ont mentionné qu'il avait un super son. Donc ces sous-groupes, malheureusement, ces sous-groupes ne se retrouvent pas pour un autre violon. Mais du coup, qu'est-ce qui est la part intrinsèque d'un violon? S'il y en a quand même 4 personnes qui disent qu'il est nasal, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose dans ce violon qui fasse que. Mais pourquoi? Comment? Donc quelle est la part intrinsèque au violon? Quelle est la partie qui dépend du musicien? Comment le musicien s'adapte? Donc ça, c'est évident qu'une grosse partie du problème, c'est l'adaptation du violoniste. Donc chaque musicien est habitué à son propre instrument, et quand il joue à un autre instrument, il y a une manière d'adaptation, et donc cette adaptation ne va pas être la même en fonction du musicien et en fonction du violon. Et du coup, comment cette adaptation influence le jugement? Donc voilà, donc ça fait plein de questions.
peu de réponses, mais plein de questions pour la suite de l'étude. Et donc, du coup, justement, un des aspects, c'est... donc là, on avait supprimé l'auditeur parce qu'on s'est dit qu'un musicien, en premier abord, il s'intéresse d'abord à ce que lui ressent et au plaisir qu'il a à jouer sur un instrument. Mais évidemment, la plupart nous ont dit qu'ensuite, il faut quand même le tester, en tout cas pour les solistes, le tester dans une salle de concert avec quelqu'un au fond de la salle qui dit si effectivement le violon projette, donc c'est le grand mot, projette au fond de la salle. Et donc, on est en train de monter une expérience qui aura lieu en septembre, a priori, pour étudier justement cet effet de projection, parce qu'au-delà du clivage ancien-nouveau, qui est assez anecdotique, je trouve, il y a des questions fondamentales de qu'est-ce que ça veut dire la projection, et parce qu'en tout cas, on sait très bien qu'au niveau acoustique, ce n'est pas une question de niveau sonore. C'est pas, enfin, ça y joue évidemment, si le violon il a un son très peu sonore, évidemment, ça ne va pas passer au fond de la salle, mais ce n'est pas qu'une question de niveau sonore. Et donc, qu'est-ce que c'est que la projection? C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc, du coup, on mettra l'auditeur dans la boucle aussi pour juger ces aspects de niveau de portée sonore. Je vais finir avec les remerciements. Donc, c'est mes collaborateurs et puis bien évidemment tous les violonistes qui ont participé. Voilà, donc on peut passer aux questions s'il y en a et si vous avez du temps. Oui. Bon, j'avais une question. C'est, à mon avis, comment dire, il paraît clair qu'effectivement, les gens ne sont pas capables de distinguer un ancien d'un moderne. Par contre, ce qui m'a paru très intéressant dans votre dernier test, c'est que vous avez eu un violon N2 pour lequel tout le monde était d'accord pour dire que c'était bon, et le O1, qui est, je crois, le Stradivarius, pour lequel tout le monde a dit qu'il était mauvais. Pas tout le monde. Presque, enfin, une grande majorité quand même. Mais il y en a quand même 3 ou 4 qui l'ont trouvé très bien. Donc. Oui, d'accord, mais quand même, statistiquement, il m'a semblé qu'il y avait une grosse différence, qu'il y avait un relatif accord, alors que pour les autres, c'est la cacophonie. Oui. Est-ce que vous avez essayé justement, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'effectivement regarder vraiment ces deux-là et de les comparer, parce que... Le problème, c'est que ce n'est pas possible. Oui, mais parce que le gros souci, c'est que, pour des raisons que vous pouvez comprendre aisément, l'identité des violons est secrète. D'accord ? Donc, personne, à part... on est 3 auteurs à le savoir... Donc, personne ne sait quels sont les violons qui ont participé à l'étude, parce que c'est une étude scientifique, ce n'était pas une étude de marketing, on ne voulait pas faire mousser un luthier ou un dealer ou un propriétaire de violon. Et donc, même ceux qui nous ont prêté les violons ne savent pas que le violon a participé à l'étude. D'accord ? Donc, on avait rassemblé plusieurs violons, et après, on en a choisi parmi ceux-là. Et donc, du coup, on ne peut pas redemander ces violons. Ça vaudrait vraiment le coup. Si dans une étude vous trouvez 2 violons différents. Mais je sais. Mais du coup, c'est ce qu'on espérait avec les études d'avant qui étaient faites un truc plus local où cette fois-ci, c'était un luthier qui nous a prêté tous les violons, on pouvait revenir, on a pu faire des mesures mécaniques dessus, et on espérait qu'il y ait un violon sur lequel il y a un peu un consensus dans un sens ou dans l'autre pour justement pouvoir étudier les extrêmes. Parce que comme là, on cherche une aiguille dans une botte de foin, si on ne travaille pas sur les extrêmes, on ne va pas y arriver. Et malheureusement, la seule fois où j'ai les extrêmes, c'est sur les violons que je ne peux plus avoir. Mais est-ce qu'au moins, tu penses avoir mis en évidence l'effet de seuil? Non. Même pas. Non. En tout cas, pas l'effet de seuil par rapport au prix, non. Mais, dans la mesure quand même qu'on choisit un violon en fonction du morceau, enfin, je veux dire, sur un thème de musique, en fait, comment tel... En fonction du répertoire? Enfin, du répertoire, des choses comme ça. Alors, parce que là, c'était uniquement quelque chose... Il n'y avait pas de problème de musicalité. Il jouait ce qu'il voulait, ça j'ai oublié de préciser. Chaque fois, justement, pour que ce soit écologiquement valide, les musiciens peuvent jouer ce qu'ils veulent. Et chacun, d'ailleurs, à sa manière. Donc, il y en a certains, ça reste très scolaire, c'est plutôt des gammes, c'est vraiment parcourir toute la tessiture de l'instrument. D'autres, c'était des petits morceaux, des petits bouts de concerto. Des fois, ils mélangeaient les deux. Donc, voilà. Après... De manière générale, les violonistes n'ont qu'un violon.
bon, les très riches ou les super célèbres qui ont plus avoir un violon en prêt en ont 2 et du coup peuvent choisir le violon en fonction du concert qu'ils vont donner. Mais de manière générale, ils n'en ont qu'un. Donc, du coup, il faut qu'ils choisissent justement un violon polyvalent, entre guillemets, par rapport au répertoire qu'ils jouent. Là, en l'occurrence, de toute façon, c'est une étude qui reste évidemment centralisée sur les violonistes de formation classique dans une société occidentale. Donc, ça reste un certain type de violonistes, je dirais, et de répertoire. Ça reste quand même du répertoire classique. Il y en a certains qui jouent quand même pas mal de musique contemporaine. Bon, on n'a pas vu d'effet du répertoire sur le choix. Mais bon, après, avec des 21 musiciens, de toute façon, pour voir un effet, il faut vraiment que l'effet soit très important. Donc voilà. Mais en tout cas, ils avaient le droit de choisir de jouer ce qu'ils voulaient. Donc, est-ce que, lorsque vous avez demandé s'ils pouvaient deviner, pour ainsi dire, lequel était ancien, lequel était moderne, ou quelque chose de ce genre. Oui, pour l'école de l'UIC. Est-ce qu'au moins, bon, on a vu que statistiquement, c'était pas... Mais est-ce qu'il y avait quelques individus qui avaient plus souvent raison que d'autres de façon systématique? Alors, comme il y avait 3 et 3, il y avait quand même assez de choix. Non, parce qu'en fait, la plupart des musiciens n'ont répondu que pour l'instrument qu'ils avaient choisi, donc ils ont formulé qu'un jugement. Pour ceux qui en ont formulé plusieurs de manière spontanée, il y en a certains qui en ont donné un juste, 3 faux, d'autres qui ont fait 2 justes, 2 faux. Voilà. Disons qu'il y a eu plus de... Enfin, en gros, c'était moitié-moitié, et je pense que c'est parce que c'est du pif. C'est pas qu'il y avait certains qui étaient... Non, mais comme on l'a fait que sur... parce que le problème, c'est que si on avait voulu le faire sur tous les violons, ça veut dire on était dans le problème de leur poser des questions sur lesquelles ils peuvent avoir tort. Donc, ils peuvent très bien ne pas répondre parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir tort. Ça pose des problèmes d'après. Ils peuvent discuter et induire des attentes dans les gens qui arrivaient après. Ça pose plein de problèmes. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de manière directe de pouvoir tester ça. Parce que forcément, si on leur pose la question de brut en blanc, les gens vont dire oh, je ne sais pas. On ne saura pas si c'est parce que vraiment ils ne savent pas ou si parce qu'ils ne veulent pas répondre. Donc c'est pour ça que c'était une question qu'on a posée, c'était plus anecdotique, parce qu'on ne pouvait pas le tester de manière rigoureuse comme on a pu tester le reste. Beaucoup de vos conclusions à un certain niveau d'abstraction semblent applicables à peu près n'importe quel concours. Et vous avez mentionné le mot vin quelque part sur une des diapositives. Est-ce que vous vous êtes inspiré des méthodes des œnologues pour juger du bon vin et du moins bon vin? Et est-ce que vous avez songé au concours d'entrée de l'école normale? Non, en fait, oui, c'est applicable à beaucoup d'études. Et en particulier, c'est pour ça, et ça m'a quand même pas mal surprise, on en discutait à midi, c'est que l'étude a eu beaucoup d'écho dans plein de communautés que je n'aurais pas pensé. Donc, par exemple, en photographie, parce que les gens parlent de ces objectifs Leica mythiques qui sont mieux, puis il y a toujours débat, et il n'y a aucune raison, vu le progrès de la technique, que les objectifs actuels soient moins bons que les objectifs Leica de l'époque. Donc il y a beaucoup de gens qui ont discuté en disant c'est sûr que les objectifs Leica, c'est comme les Stradivarius, c'est juste dans la tête des gens. Ça a été beaucoup relayé sur les sites de guitares électriques, parce que les fameuses Gibson, Stratocaster, là, sont soi-disant mieux que maintenant les guitares électriques actuelles. Et en fait, je pense que là, pour le coup, c'est un objet, c'est une étude sociologique. Et il y a un sociologue qui m'a contacté, qui aimerait travailler là-dessus. C'est en quoi l'homme a besoin en tout cas dans notre société, je ne dis pas dans les autres sociétés, a besoin d'une sorte d'objet mythique, de père fondateur, de référence à laquelle... un peu qui fait rêver, et puis en fait les gens ne veulent pas, ils me disent mais pourquoi tu veux détruire le mythe? Je dis mais moi le but c'était pas du tout de détruire le mythe, pour moi c'est qu'on reconnaisse la valeur des violons modernes. Si les gens veulent mettre le prix pour payer un instrument qui est chargé d'histoire, très bien, je veux dire de toute façon je sais très bien que c'est pas mon étude qui va faire baisser le prix du Strad, ça c'est évident. Si les gens veulent payer pour avoir cet objet d'histoire et avoir du plus de plaisir à le jouer parce qu'il a appartenu à plein de gens,
ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est que les petits jeunes qui deviennent devenir solistes, ils ne peuvent pas être connus tant qu'ils n'ont pas un strat dans les mains. Et ça, c'est un problème. Les gens, les solistes, il y a plein de solistes qui jouent maintenant sur les instruments modernes, mais dans le programme, vous voyez en prêt de telle banque Stradivarius de telle année. Mais pendant le concert, ils n'ont pas joué sur Stradivarius. Mais ça, personne n'en parle. Et c'est ça que si ça peut faire un peu changer les mentalités, c'est bien. Après, la magie du Stradivarius, elle le restera. Et il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Après, c'est vrai aussi que c'est pareil, je pense, en peinture. Vous voyez une peinture, à partir du moment où on vous dit que c'est un Picasso, vous ne la regardez pas pareil. C'est pareil pour plein de choses. Et en fait, on a une sorte de pression sociale qui fait qu'il y a des choses qui ont été jugées par une certaine communauté, par certains spécialistes, comme quoi c'est la référence, et du coup, ça vaut tant. Et puis après, nous, on regarde et on écoute, et puis on dit « Ah ouais, c'est bien, mais voilà. » Et donc, et alors, pourquoi on a besoin de cet objet? Parce que je pense qu'on a besoin de rêve. Et on a besoin d'avoir... Puis je pense que peut-être pour les luthiers aussi, ça fait un peu... Ça les rassure. Ils se disent, bah, il y a ce maître au-dessus de nous, et puis bah, si j'arrive pas à faire aussi bien, c'est parce qu'il est juste inégalable. Donc quelque part, ça doit... Mais bon, la question est ouverte, mais en tout cas, le sociologue qui m'a contacté, c'est un luthier qui a aussi vu ce qui se passait dans les écoles de lutherie, où on impose aussi certaines idées et certains dogmes. Ouais. Après, de toute façon, comme beaucoup de choses... pour le vin, en tout cas, ils ont même fait l'imagerie cérébrale qu'on ne peut pas faire avec un violon parce qu'on ne peut pas mettre le violon dans le scanner. Mais ils ont pu montrer qu'effectivement, ceux qui goûtent le vin, à partir du moment où ils savent que c'est un vieux vin, même s'il n'est pas vieux en vrai, ont plus de plaisir. Et finalement, le vin, c'est pour se faire plaisir. Donc si les gens ont plus de plaisir, bon, ben voilà. Si c'est très bien, c'est imbuvable. Oui, mais bon. Et pour les violonistes... Pour les violonistes, c'est pareil. Je veux dire, finalement, l'instrument, c'est pour faire quoi? C'est pour faire de la musique et c'est pour faire plaisir à un auditoire. Donc, s'ils ont plus de plaisir à jouer et que du coup, ils font de la plus belle musique sur un instrument vieux parce qu'ils savent qu'il est vieux, bah, tant mieux. C'est finalement le but d'un violon, enfin d'un violon de n'importe quel instrument. Donc voilà. Merci à vous.